Merci Naïma. Alors bon, j'espère que vous n'êtes pas trop endormis, vous êtes encore courageux, bien vaillants. Alors, les règles de prescription des antihistaminiques. Alors, je pense que vous en savez autant que moi. Docteur Gdali m'a demandé de refaire un petit peu le point, donc on va le refaire ensemble. Alors, on démarre. Donc, ce matin, on a parlé de la tryptase avec Johanna. Là, on parle de l'histamine, mais beaucoup moins compliqué que ce qu'a présenté Johanna. Donc en fait, l'histamine, vous le savez tous, produit l'activation des mastocytes et des basophiles. Cette activation, elle peut être, vous le savez aussi bien que moi, et c'est toujours important de le garder en tête, c'est que ça peut être une activation aussi bien immunologique que non. Donc on peut être dans une allergie pure et dure, comme il se peut que ce ne soit pas un mécanisme allergique, d'où je pense souvent vos patients qui peuvent vous poser la question, oui, mais vous venez de me dire que je ne suis pas allergique et vous me donnez un antihistaminique. Donc je leur dis, écoutez, c'est un médicament qui soigne le symptôme avant tout, c'est un traitement symptomatique avant d'être un traitement de la cause. Et symptomatique pourquoi? Parce que l'activation, elle peut être immunologique ou non. Donc je pense que c'est très important de l'expliquer aux patients. Donc cette activation, immunologique ou non, elle va donner en libération immédiate donc une dégranulation qui va produire de l'histamine. Quelques heures plus tard, entre 3 et 6 heures, là, ce sont des médiateurs lipidiques qu'on aura, prostaglandine et leucotriène, et une réaction beaucoup plus retardée. Au bout de 6 heures, là, on aura une production de cytokines, chymokines, et on aura un recrutement inflammatoire, d'un infiltrant inflammatoire. Donc cette histamine, elle provient de l'histidine qui va être dégradée quand on aura un niveau de stress augmenté par l'histidine décarboxylase et par la dopa décarboxylase. Là, on aura l'histamine. À partir de là, nous avons deux voies de dégradation, une qui est non spécifique et une qui est spécifique, via différentes enzymes qui vont donner d'un côté l'acide ribosyl imidazole acétique et d'autres composés dont le final est l'acide méthyl imidazole acétique. Ces composés-là sont des dérivés qui sont complètement inactifs et qui sont éliminés au niveau urinaire. Au niveau de fonction et localisation, donc on le sait à travers notre utilisation, c'est que l'histamine, on va l'avoir au niveau de la réponse immunitaire, donc basophile, mastocyte lors d'une dégranulation IgE médiée, donc hypersensibilité immédiate. On va aussi avoir un rôle dans la régulation de l'acidité de l'estomac, donc c'est tous les anti-H2, ranitidine et compagnie, avec lesquels on travaille aussi. Et un neuromodulateur central, tous les effets secondaires des antihistaminiques, somnolence, etc., c'est parce que nous avons des récepteurs au niveau central. Donc ça a une régulation veille-sommeil et ces neurones histaminergiques sont localisés au niveau de l'hypothalamus. Maintenant, donc, comme je parlais des récepteurs, vu les différents endroits que je viens de citer, alors ceux qu'on connaît le plus, avec lesquels nous, on travaille le plus en tant que cliniciens, les récepteurs H1, donc les anti-H1, muscles lisses, endothélium, système nerveux central. Le muscle lisse, c'est une contraction des muscles lisses, mais vous verrez plus tard que cette contraction des muscles lisses, elle n'est pas énorme avec les anti-H1. J'anticipe un peu, d'où le fait qu'on n'arrête pas d'insister et de répéter que l'antihistaminique n'est pas le traitement du choc anaphylactique, parce que pour faire la contraction, on n'y arrive pas au niveau de l'endothélium non plus. La vasodilatation, ça n'a pas un effet énorme pour contrer cette vasodilatation et hypotension, urticaire, douleur, d'accord. Et au niveau du système central, il maintient l'état de veille. Donc ça, c'est le récepteur H1. Et au niveau H2, régulation de l'acidité gastrique, d'où les anti-H2. H3 et H4, donc vous voyez les différentes fonctions, mais on les utilise moins en thérapeutique pour nous, en tout cas allergologues. Pour reprendre l'histoire de la régulation veille-sommeil, il faut savoir que les anti-H1 vont agir en tant qu'agoniste inverse, c'est-à-dire qu'à l'état normal, c'est activé. Quand on met l'anti-H1, on inactive. Et là, on a un état de vigilance qui est moins important. Les effets bénéfiques des anti-H1, donc étant donné qu'on a vu leur localisation dans les différents récepteurs, donc les différentes localisations, sur la peau, inhibition de la triade de Lewis, papule, érythème, prurite.
ce que vous savez. C'est pour ça qu'on demande aux patients d'arrêter les antihistaminiques. Alors, juste une petite précision, les antihistaminiques de deuxième génération, 48 heures avant, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de torturer le patient en lui demandant d'arrêter ça 5 jours avant, hein, ou une semaine avant. Ça ne sert strictement à rien. Alors, dans ma pratique personnelle, mais je pense que vous-même, vous avez dû objectiver ça, c'est qu'il y a des antihistaminiques de deuxième génération qui ne bloquent pas beaucoup cette triade de Lewis et vous pouvez quand même faire votre test sous antihistaminique. Hein, alors, je vais donner les noms commerciaux, mais j'ai aucun intérêt nulle part. Par exemple, avec de l'Aérus, vous arrivez quand même beaucoup plus facilement à faire un test cutané, même sous Aérus. Avec de l'acéthyrisine, on l'envisage même pas. Ça bloque très très bien au niveau de la peau. Au niveau, donc, un effet bénéfique au niveau des muqueuses nasales, conjonctivales et bronchiques, le fameux antihistaminique pour arrêter la rhinite, hein, écoulement et la conjonctivite aussi. Au niveau bronchique, c'est le vieux Zaditen qu'on donnait, mais ça n'est quand même pas le médicament. On ne va pas traiter un asthme avec un antihistaminique. Hein. Au niveau des vaisseaux, donc, ce que je disais tout à l'heure, l'inhibition de la vasodilatation, mais avec un effet très minime. On continue. Au niveau du système nerveux central, c'est une diminution de la vigilance. On sait qu'on a aussi chez le sujet âgé, ils peuvent être perturbés, ils peuvent être anxieux, agités. Il y a quelques syndromes dépressifs aussi qu'on a pu décrire avec l'acéthyrisine. Une augmentation de la fatigue. Au niveau des récepteurs muscariniques, donc sur le système urinaire, vous allez avoir une augmentation de la rétention. Donc certains antihistaminiques, on vous dira que si le patient a fait d'y attention, on n'y pense pas forcément hein, s'ils ont des soucis de prostate. Donc il faudra éviter certaines classes d'antihistaminiques parce que ça va augmenter la rétention urinaire. Plus l'effet anticholinergique avec le syndrome de la bouche sèche. Au niveau du poids, ça vous avez déjà vu aussi, hein, certains antihistaminiques font prendre plus de poids que d'autres, ils augmentent l'appétit. Augmentation en fait de augmentation des vertiges et donc ça c'est au niveau des récepteurs alpha adrénergiques, donc augmentation des vertiges et aussi une augmentation au niveau de l'hypotension orthostatique. Et au niveau cardiaque, ça vous avez assisté au retrait du marché de quelques antihistaminiques parce qu'on a des torsades de pointe, un allongement du QT et des arythmies ventriculaires, ce qui a causé entre guillemets la perte de certains antihistaminiques. Maintenant, au niveau de la classification des antihistaminiques, donc je ne vous apprends rien de nouveau, vous avez ceux de première génération et ceux de deuxième génération. Ils agissent avec le fait que le groupement éthanolamine, c'est un analogue de la chaîne latérale de l'histamine qui va se fixer sur le récepteur. Donc, au niveau des antihistaminiques de première génération, ils vont passer la barrière hémato-encéphalique, vous le savez, la somnolence. Hein. Ils ont une action assez rapide, en 30 minutes. Ils vont se fixer au même endroit que l'histamine, donc ça va donner une durée d'action beaucoup plus courte. Ils sont pas aussi spécifiques et aussi sélectifs que ceux de deuxième génération, ce qui va entraîner une prise pluriquotidienne. Un comprimé ne suffira pas. Et ils sont métabolisés par le foie au niveau du cytochrome P450, ce qui va entraîner des contre-indications d'associations médicamenteuses. Alors, les plus grosses, que vous avez tous en tête, c'est le kétoconazole, cimétidine et les macrolides. Donc pas oublier, les macrolides, on les prescrit souvent et maintenant on n'y réfléchit plus parce qu'on travaille avec ceux de deuxième génération, mais quand vous utilisez ceux de première génération, n'oubliez pas ça. Ceux de deuxième génération, eux, ils ont une efficacité qui est beaucoup plus importante parce qu'ils sont beaucoup plus sélectifs, ils ont une action non compétitive, ils ont une affinité plus forte pour les récepteurs, donc l'efficacité est prolongée. Donc on n'a pas besoin, en théorie, de plus d'une prise par jour, sauf les exceptions dont on parlera, l'exception dont on parlera plus tard. Ils n'ont pas d'action au niveau de la prostate ou de la tension oculaire, donc les patients à glaucome, vous pouvez y aller sereinement. Et ils ont un faible passage au niveau de la barrière hémato-encéphalique, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce qui intervient là, c'est le glycopeptide P, et ces antihistaminiques de deuxième génération sont un substrat pour cette glycoprotéine. Cette glycoprotéine, c'est en fait
un espèce d'aspirateur. En tout cas, il va nettoyer, il va expulser du système nerveux central les molécules. En fait, c'est une pompe à médicaments. Donc, la molécule va arriver, elle va être expulsée, et donc on aura moins d'effet au niveau central. Ceci dit, il y a toujours des exceptions. L'acéthyrisine, qui est de deuxième génération et qui est classée dans les antihistaminiques moins sédatifs, sera quand même moins expulsée, donc plus sédative que la desloratadine, en gros que l'Aérus. Donc en gros, Xyzal, Zyrtec, beaucoup plus de somnolence qu'avec l'Aérus, et maintenant vous savez pourquoi, c'est à cause de la glycoprotéine P. Maintenant, au niveau des antihistaminiques H1, donc on a plusieurs familles. On a évidemment la première génération, la deuxième génération, mais plusieurs familles moléculaires. Alors, on va reprendre les familles avec lesquelles on travaille le plus, mais je vous avouerai que moi, je n'avais pas en tête le nom des familles, donc j'ai appris des choses, mais je pense que je vais m'empresser de les oublier comme vous après, le nom des familles, mais en tout cas, on saura qu'elles sont là. Donc, les alkylamines, c'est la fameuse polaramine, le dimégan, et puis l'actifèdrine. On utilise beaucoup. Et alors, c'est là où je dis à mes patients, quand ils me disent « oui, mais je ne suis pas allergique et vous me donnez quand même un traitement pour l'allergie », je leur dis « mais vous savez, dans vos médicaments contre le rhume, vous avez aussi un antihistaminique. Donc, preuve à l'appui que c'est un traitement symptomatique. » Et là, je pense que c'est important de vraiment leur dire, parce que vous les faites partir en leur disant « vous avez une rhinite vasomotrice » ou une polypose naso-sinusienne sans aucune allergie et vous donnez l'antihistaminique, ils peuvent ne pas trop comprendre. Donc, il vaut mieux prévenir en amont. Au niveau des piperazines, alors on a le fameux Atarax, l'hydroxyzine, très sédatif, celui que tout le monde connaît. Et de l'autre côté, versus deuxième génération, c'est le Zyrtec Virlix, donc l'acéthyrisine, et le Xyzal, le petit frère du Zyrtec, la lévocéthyrisine. Au niveau des piperidines, c'est l'arsenal thérapeutique avec lequel on travaille le plus, et c'est là où ils ont fait le plus d'études et développé le plus de médicaments. Donc, j'y vais avec les noms commerciaux, Telfast, Claritine, l'Aérus, le Misolène, le Kestin, le Wistam. Alors, nous, on n'a pas tout ça au Maroc. Il fut un temps où on avait le Telfast. C'est dommage, ils l'ont retiré du marché. Il fonctionnait très bien, le 180 sur l'urticaire chronique. Il y avait le 120 pour tout ce qui était rhinite allergique. Aérus, Claritine, on en a. Alors, versus première génération, piperidine, donc on a le fameux Aditène, celui qu'on a le plus utilisé, alors que certains collègues continuent à utiliser de temps en temps aussi. Au niveau des éthanolamines, ça, c'est actifèdrine jour et nuit. On revient à nos médicaments contre le rhume. La notamine, qu'on n'utilise pas du tout en tant qu'antihistaminique, c'est hyper efficace pour le mal des transports. Alors moi, j'y ai recours systématiquement et je passe un bon moment parce que je dors. Donc, c'est nickel. Hyper efficace. Le Donormil aussi, qui est encore prescrit, à mon avis, plus pour l'effet sédatif. Il n'est pas donné en tant qu'antihistaminique, mais pour essayer d'aider les patients à dormir. On verra que c'est une non-indication plus tard. L'éthylène diamine, on ne travaille pas trop avec ça. Je vais aller directement vers les autres. Alors, le Kitaxon. Non, il y a le Téralène aussi. Oui, le Téralène dans la famille juste avant. Alors, je ne sais pas, mais je pense que ici, vous vous souvenez, on avait pas mal, mais en France aussi, à un moment, c'était un gros scandale où les assistantes maternelles donnaient une petite cuillère de Téralène aux enfants pour qu'ils puissent dormir et les laisser passer l'après-midi tranquille. On le connaissait bien, celui-là, le Téralène. Et ici aussi, je pense qu'on continue à le faire un peu. Et les autres, alors le Kitaxon, celui-là, je l'avais connu quand je suis arrivée dans le service d'allergologie du professeur Lénadier, paix à son âme, et c'était beaucoup utilisé en dermato-allergo pour les urticaires chroniques. Ça calmait bien la gratouille. Et à côté, on a versus deuxième génération, que je trouve personnellement très, très efficace. Encore une fois, je n'ai aucun intérêt nulle part. C'est la bilastine, parce qu'elle a l'avantage de ne pas s'accumuler ni au niveau hépatique, ni au niveau rénal. On nous avait expliqué que pour les insuffisants rénaux et hépatiques, on utilisait les mêmes doses, c'est-à-dire jusqu'à 4 fois par jour dans les recommandations de l'urticaire chronique. Donc, gardez ça en tête, ça peut être une très bonne alternative.
Alors, les indications des antihistaminiques, je ne sais pas si je déborde. Oui, il faut que je me dépêche. Alors, rhinite, conjonctivite, urticaire, mastocytose, asthme allergique. Moi, je mets un grand guillemet pour asthme allergique. Tout vomissement, mal des transports, donc la notamine. Et le prurite idiopathique avec trouble de l'humeur, beaucoup chez la personne âgée. Les non-indications. Alors, non-indication, c'est-à-dire qu'on le donne, mais ce n'est pas réellement ce qui va soulager. En premier lieu, alors je vois souvent les pédiatres prescrire ça. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'effets, en fait, au niveau de l'eczéma. Il n'y a vraiment aucune... Enfin, ça calme pas le prurite, hein. Il n'y a que la corticothérapie locale qui va calmer le prurite. Au niveau de l'anaphylaxie, hein, comme je vous l'ai dit, l'adrénaline reste le traitement de choix parce que au niveau de la vasodilatation, l'antihistaminique n'a pas un effet bœuf. La dermatite atopique, alors on va donner chez le tout petit. Chez le tout petit, on va donner des choses du style Primalan parce que ça va quand même leur permettre de cet effet de... Il y a un peu de somnolence qui va leur permettre de dormir et de pouvoir respirer un peu parce que sinon les pauvres choux, ils se grattent à 100. Alors, chez l'adulte, l'antihistaminique, la dermatite atopique traitée par un antihistaminique chez l'adulte, moi, je n'ai pas vu d'amélioration terrible. Alors, au niveau de l'insomnie, comme je vous disais, oui, on en prescrit beaucoup, hein, l'Atarax. Alors, faire attention, hein, parce qu'il y a quand même un effet d'accoutumement. C'est un syndrome de sevrage quand on l'arrête, donc c'est une non-indication. Moi, je le classerais même, ça a été fait en 2013, moi, je le classerais même en contre-indication. Hein. Et puis, pas d'intérêt d'associer une benzodiazépine à un antihistaminique. Quand vous associez l'antihistaminique de première génération, il y a une somnolence encore plus importante. De deuxième génération, il n'y a pas d'interaction particulière. Les contre-indications, classiques, hein, hypersensibilité connue, les effets anticholinergiques, la bouche sèche, les troubles du rythme ventriculaire, hein, les antihistaminiques qu'on a enlevés du marché, et puis effectivement liés à la somnolence, donc pour la conduite, les engins lourds, etc. Antihistaminique et âge. Bon, globalement, on arrive à donner des antihistaminiques à tout âge. Il y a certaines formes qui sont plus adaptées à d'autres. Au-dessus d'un an, on peut donner la desloratadine. Il y a les formes sirop qui sont très bien. Hein. Au-dessus de 2 ans, moi j'aime bien le Primalan parce qu'on le dose. C'est 1 cuillère mesure par 5 kg poids. Donc c'est beaucoup plus facile à doser chez des petits bouts de chou. Et puis il y a un petit peu de somnolence, donc c'est pas mal pour tout ce qui est dermatite atopique. Au-delà de 30 mois, ils mettent la polaramine. Mais bon, globalement, je pense qu'on peut mettre des sirops. Hein, vous avez le Zyrtec en sirop, vous avez l'Airus en sirop, le Clartec en sirop aussi. Et puis, au-delà de 6 ans, il y a les formes comprimées. Mais le seul que je connaisse, c'est le Xizal qui est autorisé, clairement, au-delà de 6 ans en comprimé. Encore faut-il qu'il puisse l'avaler. Et au-delà de 12 ans, vous pouvez tout donner. Hein. Alors, rapidement, je parle de ce site, je ne sais pas si vous le connaissez, je le trouve très très bien, c'est le CRAT, c'est un site qui a été fait par les gynéco-obstétriciens et par les pédiatres de l'hôpital Necker, et en fait, ils reprennent pratiquement tous les médicaments, et vous faites rentrer votre médicament et on vous dit en pratique qu'est-ce qui est autorisé et quel est l'état des connaissances. Donc, est-ce qu'on peut le prendre pendant une grossesse? Est-ce qu'on peut le prendre pour un allaitement? Enfin, pendant un allaitement, est-ce qu'on peut le prendre? Est-ce que si on découvre qu'on est enceinte alors qu'on prenait le médicament, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est très rassurant et c'est quelque chose que c'est un site que je donne souvent à mes patientes enceintes quand je prescris un médicament. Je leur dis, écoutez, allez faire un tour sur le CRAT, ça vous rassurera. Alors, je vais déborder et Dr Benny va m'engueuler. Alors, en pratique, les anti-H1, est-ce qu'ils ont tous la même équivalence? J'ai d'abord commencé première génération versus deuxième génération et puis après les deuxièmes générations entre eux. Alors, première versus deuxième génération, donc on le sait, au niveau de la somnolence, deuxième génération, c'est meilleur. Maintenant, au sein de la deuxième génération, comme je vous disais, le Zyrtec, le Xizal donnent beaucoup plus de somnolence que de l'Airus. Prise de poids moins fréquente avec la deuxième génération, mais ceci dit, le Zyrtec, le Xizal font prendre plus de poids. Au niveau de la toxicité cardiaque, on a plus de toxicité avec les premières générations et a priori avec des
Des études ont été faites et avec les antihistaminiques de deuxième génération, il n'y aurait pas de cardiotoxicité, même à dose élevée, ce qui est bien pour nos urticariens chroniques chez qui on peut arriver à 4 comprimés. Et au niveau des autres effets, c'est surtout avec les antihistaminiques de première génération. Maintenant, au niveau de l'efficacité de l'urticaire chronique, donc je vais passer rapidement vu que je n'ai plus beaucoup de temps, on va voir qu'en fait, ils sont très efficaces, d'accord. Au niveau de l'efficacité, ceux de première génération qui sont encadrés en rouge, d'accord, ils sont tout aussi efficaces que la desloratadine, la cétirizine et le telfast, c'est la même efficacité, d'accord. Maintenant, si on voit au niveau de la somnolence, aux doses recommandées, ceux de première génération donnent plus de somnolence. Quand on augmente les doses, on augmente la somnolence et ceux de première génération en donnent beaucoup moins, même si, comme d'habitude, la desloratadine va en donner moins que la cétirizine. Et au niveau de la fatigue, c'est exactement le même constat. Première génération donne plus de fatigue, vous augmentez les doses, il y a encore plus de fatigue. Et deuxième génération, la cétirizine fatigue un petit peu plus que les autres, mais si on compare deuxième à première, la deuxième gagne. Alors, première génération plus deuxième génération versus deuxième génération seule. Je prends de l'Atarax, j'y rajoute du Zyrtec et je prends du Xizal, pardon. Xizal Atarax versus Xizal tout seul. Au bout de 5 jours, l'évaluation au niveau de la qualité de vie, la sévérité de l'urticaire, trouble du sommeil, c'est équivalent. Par contre, au niveau de la somnolence, je serai beaucoup plus atteinte avec première plus deuxième, et je serai beaucoup moins somnolente juste avec la deuxième génération. L'efficacité dans la deuxième génération, vous avez en tête de file, alors la lévocétirizine fonctionne très bien, le fameux Telfast 180 fonctionne très bien, la desloratadine, donc l'Airus, est moins efficace, okay, sauf qu'il donne beaucoup plus de somnolence. Il donne moins de somnolence, pardon. Ça y est, je m'en mêle les pinceaux. Et à force d'aller vite, et quand on arrive à 4 fois, alors oui, ça c'est le papier qui a autorisé les 4 antihistaminiques, sans aucun souci pour la santé, mais je tiens quand même à préciser que c'est hors AMM. Le papier, ça a été publié, mais ça reste hors AMM. Autre chose aussi, c'est que si on en arrive à 4 antihistaminiques et que c'est toujours une galère, je pense qu'il faut penser à l'omalizumab, qui fonctionne très très bien dans les urticaires chroniques. Au long cours, ils sont très bien tolérés. La prise de poids, on l'a vu avec les antihistaminiques de première génération. Sur la rhinite allergique, tout est efficace. Rapidement, c'est que les antihistaminiques locaux vont fonctionner beaucoup mieux que les antihistaminiques systémiques, aussi bien au niveau nasal qu'au niveau oculaire. D'accord ? Par contre, je tiens à préciser que ça va moins bien fonctionner sur l'obstruction nasale. Les allergies, hypersensibilité immédiate, hypersensibilité retardée, et elle existe, d'accord ? Voilà. Et puis, en résumé, donc, les antihistaminiques sont le traitement de choix de l'urticaire chronique et de la rhinite allergique. D'accord ? Il y a un excellent profil de tolérance. Dans la rhinite allergique, on va privilégier la voie locale. Dans l'urticaire chronique, la deuxième génération est beaucoup mieux tolérée et tout aussi efficace que la première génération. On peut augmenter jusqu'à 4 fois la dose pour un gain d'efficacité. Faites juste attention, ceux qui ont une élimination rénale et ceux qui ont une élimination hépatique. Et puis, l'allergie aux antihistaminiques, elle est rare, mais elle existe. Il faut pas se dire d'entrée de jeu que non, on ne peut pas être allergique aux antihistaminiques. Si, il y en a, on en a déjà vu. Merci de votre attention. Merci.